Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire Sous la brèche. Le ministre Alpha Bari est l'invité de ce dimanche. Homme de médias, journaliste, promoteur de radio, ancien correspondant de RFI au Burkina, ancien conseiller spécial du président Alpha Condé de Guinée, il est aujourd'hui à la tête de la diplomatie burkinabé comme ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'entretien, 1 heure de décryptage de l'actualité nationale et internationale, 1 heure d'analyse également de cette actualité. Mais c'est de tradition sur la brèche. Nous commençons toujours par des questions d'ordre personnel. Et pour ce qui vous concerne, la question c'est de savoir comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans votre peau de ministre, alors que vous avez passé l'essentiel de votre carrière de l'autre côté du micro à poser des questions. Aujourd'hui, vous devez répondre à des questions. C'est un exercice difficile, mais je me sens toujours journaliste et très proche des journalistes et surtout des confrères. Donc c'est pourquoi je me permets de dire Jérémy à l'entame. Donc je suis toujours dans cette ambiance de journaliste, parce que quand vous faites un métier pendant 20 ans, vous ne pouvez pas l'oublier de sitôt. Mais bon, il y a une page qui a été tournée depuis 2010. C'est-à-dire, depuis 2010, je ne m'occupe plus vraiment de ce métier de journaliste. Bien sûr, les gens m'ont connu jusqu'à un passé récent comme responsable des médias, notamment de la radio Omega. Mais je n'étais pas dans un rôle de journaliste, j'étais plutôt un promoteur. Et donc, ça fait un moment que je me suis éloigné du métier de journaliste, je veux dire en termes de pratique. Alors, vu de l'extérieur comme ça, on a le sentiment d'une transition plutôt réussie, en tout cas en ce qui vous concerne. Hier, journaliste, aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères. Quand vous regardez dans les rétroviseurs, cependant, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait fausse route? Non, pas du tout. Je n'ai pas fait fausse route, mais je pense beaucoup plus que le journaliste est celui qui est mieux placé pour occuper certaines fonctions, comme celle de ministre des Affaires étrangères, parce que d'abord, c'était un habitué des grands événements, c'était un habitué des sommets, c'était un habitué des arcanes de la diplomatie. Il a l'habitude dans son métier de se frotter aux hommes politiques, aux diplomates, et il a l'habitude d'être témoin d'événements, d'accords, de négociations politiques, et parfois même il peut être au courant de beaucoup de choses, comment les choses se passent, j'allais dire, dans la cuisine. Quand un journaliste vous sort un reportage sur des négociations, peut-être qu'il a peut-être dit seulement les 45% de ce qui enfin, de tout ce qu'il sait, parce que tout simplement il y a des non-dits, il y a des choses qui sont en off, comme on le dit, qui ne se disent pas, et donc on est forcément habitué à ça. Pour la carrière que j'ai eue, bon, j'étais à la limite dans une ambiance avec la plupart des hommes politiques de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Burkina Faso. Donc je ne me sens pas dépaysé, devenu ministre des Affaires étrangères. C'est vrai qu'il existe une passerelle entre le monde politique et celui de la diplomatie, celui de la presse, pardon. Mais comment est-ce que, de façon concrète, comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous, à franchir le pas? Bon, comme je vous dis, j'étais quand même dans une position avec RFI. J'ai été à un moment donné dans une position assez forte où je couvrais à la fois le Burkina Faso, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Niger et bien d'autres pays de la sous-région. Et je couvrais toutes les grandes crises de cette région, donc, et également les grands événements qui s'y déroulaient. Et je me frottais à tout le monde. Je connaissais la plupart des hommes politiques jusqu'au chef d'État de la sous-région. J'avais des contacts directs. Et il est même arrivé parfois
que je sois un tout petit peu acteur ou en tout cas j'arrivais à faciliter un certain nombre de choses, ne serait-ce qu'en termes de contacts, parce qu'il pouvait arriver que, en tant que journaliste, j'ai des contacts que l'homme politique n'a pas, et il pouvait arriver également que je puisse parler à une partie d'un conflit que les autres ne pouvaient pas faire et pouvoir mettre en relation des différentes parties dans une situation. Et ça s'est fait, il n'y avait pas que Alpha Barry qui le fait, dans le monde ça s'est fait, mais donc tout cela m'a quand même préparé, m'a mis dans un certain contexte déjà qui me mettait dans la situation de politique. Et donc tout naturellement, lorsque le président Alpha Condé a gagné les élections, j'avais déjà beaucoup un peu travaillé avec lui dans l'ombre. Et lorsqu'il a gagné les élections, il m'a demandé de rester à ses côtés. Je suis resté là et dans cette position aussi, j'ai effectué beaucoup de missions pour lui, que ce soit à l'intérieur du pays, mais également dans la sous-région. Et bon, donc j'étais encore au contact de... Alors vous étiez quand même un discret conseiller spécial du président Alpha Condé. On ne vous connaissait pas véritablement comme acteur politique au Burkina. Ce qui vous révèle véritablement, c'est ce putsch du 16 septembre 2015, où on vous voit sur le plateau de télévision, notamment en France, en tout cas vent debout contre justement ce coup d'État qui a été perpétré. Quel a été le sens que vous donnez à votre engagement à ce moment-là? C'était l'engagement pour la démocratie, l'engagement pour la liberté, l'engagement pour un Burkina nouveau. Je crois que les Burkinabés s'étaient déjà assez engagés, étaient allés très loin et avaient beaucoup payé pour être tout près du but et pour à la fin voir cela anéantir par un coup d'État. C'était quelque chose qui était inadmissible. Vous savez, moi j'avais pris un jour, je vous raconte l'anecdote, j'étais avec ma famille en vacances à New York et j'ai emprunté un taxi après le restaurant et le taxi était un ressortissant d'un pays de l'Afrique de l'Ouest et il me disait j'apprécie beaucoup le Burkina, ce que vous avez fait, parlant de 2014 bien sûr, vous n'avez pas eu besoin de soutien extérieur, vous n'avez pas eu besoin de médiation, vous n'avez pas eu besoin d'intervention extérieure pour réussir ce que vous avez réussi et c'est fabuleux. Je suis séduit par le Burkina. Il n'a pas tari d'éloges jusqu'à nous déposer à notre hôtel. Et puis, 2 jours après, je me retrouve donc à Paris, en rentrant à Ouagadougou. On me dit qu'il y a un coup d'État. Je vous dis, j'ai pensé à ce monsieur-là. J'ai dit, mais voilà, tout ce bien qu'on pense du Burkina Faso, tout ça tombe aujourd'hui. C'est inadmissible. Et on était obligé de prendre des positions. Et ce n'était pas une position facile pour moi. Moi, je passais à la télévision, sur France 24 et à RFI. Évidemment, j'avais des gens qui me déconseillaient, c'était des gros risques qu'on prenait. Et j'avais un oncle qui chaque fois m'appelait tous les matins pour me dire « Bon, je ne veux plus t'entendre parler à la télé, je ne veux plus que tu interviennes ». Bon, au début, je discutais avec lui, mais après, finalement, j'acceptais. J'ai dit oui, c'est fini, tonton, c'est fini, je ne veux plus intervenir. Mais bon, le soir, il me revoyait encore à l'écran. Et le lendemain, c'était la même ambiance. D'accord. C'est la transition pour aborder l'analyse critique de l'actualité, à commencer justement par le jugement des accusés de ce putsch du 16 septembre. Après maintes tergiversations, les débats sont maintenant entrés au fond, avec en tout cas l'audition d'un certain nombre d'accusés. Est-ce que vous avez le sentiment que véritablement cette fois-ci, on a franchi un pas vers la manifestation de la vérité? Non, ce que je sais, c'est que, vous savez, le Burkina Faso a un certain nombre de dossiers emblématiques, des dossiers majeurs qu'il faut forcément vider pour que les gens aient une certaine confiance à la justice burkinabé. C'est le dossier du putsch, c'est le dossier Thomas Sankara, c'est le dossier Norbert Zongo et bien d'autres. Donc, ces dossiers-là, tant qu'on ne les règle pas, ça restera toujours
quelque chose qui va peser sur la justice burkinabé. Donc il faut arriver à des résultats à ce niveau, ce qui permettra aux Burkinabés d'avoir beaucoup plus confiance en leur justice. Et du reste, vous avez vu lorsque le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, qu'est-ce que chaque fois on n'a pas entendu que c'est le gouvernement qui freine l'avancée de ces dossiers. À chaque fois que quelqu'un est libéré ou obtient une liberté provisoire, on met ça sur le dos du gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait libérer, c'est les mêmes, ils sont tous ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disaient. Il y avait cette crise de confiance, même si ce n'était pas vrai du côté du gouvernement, mais il y avait quand même cette crise de confiance qui était là. Et il fallait arriver à ces procès-là pour donner la preuve qu'il n'y avait pas un agenda caché de la part du gouvernement et que le président Roch-Marc Christian Kaboré, dès le début, a eu un engagement ferme. Moi, j'ai été à ses côtés un jour lorsqu'il a reçu la justice, enfin les responsables de la justice militaire. Sa question, c'était, alors, de quoi avez-vous besoin pour aller assez vite au niveau de ces procès-là pour que le Burkina puisse en sortir parce que c'est des choses qui pèsent également sur la vie de la nation. Donc ça c'était, j'allais dire, au premier trimestre de 2016. Donc aujourd'hui, si les choses avancent à ce niveau-là, on en est plus que content. Alors vous suivez le procès, vous savez que certains accusés reconnaissent, tandis que d'autres nient en bloc ou reconnaissent partiellement ou totalement en tout cas le fait. Comment est-ce que vous appréciez déjà la ligne de défense de ces différentes personnes qui sont impliquées dans cette affaire? Et en tenant compte du fait aussi qu'il y a une nouvelle donne, pas une nouvelle donne, une donne permanente, le nom de Yacouba Isaac Zida qui revient en tout cas de façon récurrente dans ce procès du putsch. Ben, je pense que ce procès-là va révéler beaucoup de choses. On va permettre de voir comment beaucoup de choses se sont nouées ou se sont dénouées pendant la période de transition et quelles étaient les ambitions des uns et des autres. Il ne m'appartient pas d'apprécier aujourd'hui sur le plateau de la télévision l'orientation de ce procès et surtout aussi la ligne de défense des uns et des autres. Et vous savez que la défense, c'est quelque chose de garanti au Burkina Faso et puis c'est quelque chose aussi de légitime pour tout accusé. Il a ce droit-là de se défendre, mais je pense que une des choses qui est claire, c'est que d'habitude, on se demande est-ce qu'un coup d'État qu'on juge, est-ce qu'il y a eu réellement coup d'État ou pas? Bon, je pense ici on n'est pas dans ce cas de figure. Tout le monde sait qu'il y a eu bel et bien coup d'État, puisque les gens l'ont subi. Maintenant, il reste à bien déterminer le rôle de chacun. Et ça, il appartient à la Cour de pouvoir le faire. Alors l'actualité, c'est aussi la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina. Une conférence en tout cas qui s'est notamment consacrée à la réflexion sur la contribution de la diplomatie burkinabé face aux défis du PNDS et aux enjeux sécuritaires. En tout cas, la grande messe a été dite du 4 au 6 juillet dernier, alors même que certains continuent de s'interroger sur la pertinence de ce genre de forum. Est-ce que vous posez les mêmes questions? Non, on ne se pose pas les mêmes questions parce que vous savez bien que les ambassadeurs et les consuls généraux sont les grands acteurs de la diplomatie et n'oublions pas de la coopération. La politique de coopération du Burkina avec ses partenaires techniques et financiers, ce sont eux qui sont les ouvriers de cette politique-là. Et c'est important qu'ils puissent à un moment donné pouvoir réfléchir non seulement sur cet outil-là comme le PNDS, depuis qu'on a lancé ce plan, depuis la conférence des partenaires, il n'y a pas eu une rencontre des ambassadeurs et consuls généraux et également sur l'axe vers lequel on veut les amener, les orientations de cette diplomatie, la nouvelle
j'allais dire, la nouvelle orientation du président Roch-Marc Christian Kaboré, puisque depuis son accession au pouvoir, on n'avait pas encore eu cette opportunité d'organiser une telle conférence. Bon, d'abord, c'est une tradition diplomatique un peu partout dans le monde, ça se fait partout. Mais dans notre cas, on a voulu qu'elle soit utile sur le dossier PNDS, parce qu'il y a un besoin de mobilisation des partenaires, ça c'est important. Une chose, vous le savez, est de faire des annonces. L'autre est de pouvoir amener les partenaires à joindre l'acte à la parole, à décaisser réellement, ou en tout cas à débloquer l'argent qu'ils ont annoncé en faveur du Burkina. Et puis, le défi sécuritaire, c'est pareil. Aujourd'hui, vous connaissez cet enjeu-là pour le Burkina Faso, au niveau national, au niveau sous-régional, dans le cadre du G5 Sahel. C'est la même problématique avec des partenaires techniques et financiers, notamment des bailleurs de fonds. Il y a eu cette conférence de Bruxelles avec une forte mobilisation des partenaires. Et là aussi, c'est la même chose. Il faut que les annonces qui ont été faites soient concrétisées. Et c'est un travail au quotidien pour les ambassadeurs, c'est un travail au quotidien pour les consuls généraux partout où ils sont, auprès de nos amis et de nos partenaires. Alors, c'est le lieu pour nous de vous interroger sur la nouvelle diplomatie burkinabé, sur ses orientations et sur sa vision. Quelles en sont véritablement aujourd'hui les grandes lignes? Alors, en résumé, ce qu'on peut dire, moi, les orientations que j'ai reçues, c'est de faire en sorte que le Burkina ait des relations apaisées avec ses voisins et les pays de la sous-région et contribuer à la relance de l'économie burkinabé. Parce que, vous savez, quand on est arrivé en 2016, le Burkina sortait, j'allais dire, au moins de 3 années de crise. Il y a eu les 2 années d'agitation politique autour de la question de l'article 37. Et vous savez bien, le pays à ce niveau était complètement, j'allais dire, un peu à l'arrêt. Beaucoup de choses étaient bloquées, il n'y avait plus d'investissement, les gens hésitaient à venir dans notre pays, les gens hésitaient à mettre leur argent dans n'importe quelconque investissement, qu'il soit public, qu'il soit privé. Et également, il y a eu l'année de la transition, qui a été une année difficile. C'est toujours l'année de prudence, parce que c'est un pouvoir qui est dans une position intermédiaire. Donc, on ne sait pas réellement celui qui va venir après, quelles vont être ses vraies orientations pour les 5 années à venir. Donc, on est dans une démarche prudentielle. Et donc, avec tout cela, ça veut dire que nous avons eu une économie qui n'a pas bougé véritablement pendant au moins 3 ans. Et il fallait faire un travail de relance de cette économie-là. Ça passe par donc une confiance qu'il faut donner aux partenaires techniques et financiers. Donc en tant que ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le président du Faso m'a lancé donc rapidement sur ce chantier-là, et avec un élargissement des partenariats, pas seulement sur les axes traditionnels, mais il m'a été demandé d'élargir vers d'autres horizons. Vous avez vu, je l'ai expliqué, que mon premier déplacement hors d'Afrique a été un déplacement en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, où j'ai signé un accord de coopération générale. Ça n'existait pas depuis entre nos 2 pays. Et également, cela a été couronné après donc, par une visite d'État du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et c'est la première fois qu'un chef d'État burkinabé faisait une telle visite en Arabie Saoudite. Donc il y a eu l'Arabie Saoudite, mais il y a eu bien d'autres partenaires qui se sont ajoutés. En tous les cas, la comparaison avec la diplomatie Compaoré n'est pas loin. Celle des guerres au Libéria, en Sierra Leone et même en Côte d'Ivoire voisin, mais aussi celle des médiations dans les crises ivoiriennes, togolaises, guinéennes, et centrafricaines, pour ne citer que celle-là. Blaise Compaoré qui a aussi à l'époque prêté ses bons offices au Mali et au Niger dans le cadre de la rébellion Touareg auquel ces 2 pays étaient confrontés. On
On dit que comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la diplomatie burkinabé a perdu de son lustre d'antan, ou bien au contraire qu'elle a redoré son blason par rapport à l'héritage Compaoré? Eh ben, je viens de vous dire ici que l'un des axes de cette nouvelle diplomatie, c'est des relations apaisées avec les voisins. Et vous-même, vous avez cité toutes les difficultés que nous avons eues, que ce soit avec le Mali, que ce soit avec la Sierra Leone ou le Libéria et la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, les relations entre voisins doivent s'envisager autrement. Et nous sommes inscrits donc dans cette orientation et on a travaillé dans ce cadre-là. On participe à toutes les réunions, à toutes les rencontres. On essaie d'aider comme on peut pour donc faciliter la paix, et faciliter donc les relations difficiles au sein des différents pays. Mais j'ai aussi cité les médiations Compaoré. Bon, les médiations, bon, vous savez, vous avez suivi l'histoire des médiations. Moi, j'étais journaliste sur la plupart de ces médiations. Ça donnait ce que ça donnait, mais on n'a pas vu vraiment les résultats au niveau du Burkina Faso. Et le président Roch Marc Christian Kaboré a pensé que les choses devaient être envisagées autrement. C'est le lieu de revenir sur la crise diplomatique qui a marqué le début de votre mandat au département des Affaires étrangères, fraîchement nommé comme ministre. En tout cas, vous avez dû gérer ce qu'on a appelé l'affaire du mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Pour l'histoire, comment est-ce que cela a été résolu diplomatiquement? Comment est-ce que vous avez manœuvré? Non, la manœuvre est venue d'abord du président Roch Marc Christian Kaboré et du président Alassane Ouattara. Lorsqu'il y a eu cette crise, ou disons cette révélation d'abord, il faut savoir que le mandat d'arrêt a été pris le 8 janvier. Et le 8 janvier coïncide exactement avec la date du sommet de l'UEMOA auquel participait le président Roch Marc Christian Kaboré. C'était son premier sommet, le gouvernement n'était même pas encore formé. Et ce jour-là même, il y a eu un entretien entre lui et le président Ouattara à Cotonou. Donc c'est le 15 janvier, le jour des attentats, que nous avons appris donc l'existence du mandat d'arrêt qui avait été signé donc une semaine plus tôt. Et cette situation a été très très difficile, mais les deux chefs d'État se sont rencontrés rapidement en marge du sommet de l'Union africaine fin janvier à Addis Abeba et ont décidé que malgré la tension que un tel mandat pouvait créer entre les deux parties, ont décidé de se mettre au-dessus donc, de la mêlée. Et vous savez, tout ça aussi était dans un contexte d'une ambiance, j'allais dire, de controverses, de passions, de débats. Et donc, lorsque les deux chefs d'État se sont rencontrés, avec des langages de vérité de part et d'autre, donc, ont décidé de régler la crise née de cette affaire de mandat diplomatiquement. Je précise bien, parce que les gens font très souvent la confusion, pensent qu'on a dit qu'on règle le mandat diplomatiquement. Non, on règle la crise née du mandat d'arrêt diplomatiquement. Mais justement, vous avez parlé vous-même tantôt de controverses. Vous percevez très bien que pour une partie de l'opinion, justement, cette résolution diplomatique est perçue en tout cas comme un coup tordu porté à la justice, une façon en tout cas de consacrer une certaine forme d'impunité et d'absence de vérité et de justice dans cette affaire du putsch. Non. Ce que je vous dis, je dis bien la crise née du mandat d'arrêt. Je ne parle pas du mandat d'arrêt. Il y a une nuance qu'il faut bien percevoir. Parce que, resituons les choses dans leur contexte. Lorsque le mandat d'arrêt a été lancé, donc nous, on l'a su le 15 janvier 2016, quelques jours après, il y a eu l'attaque de Yimdi. Et l'attaque de Yimdi a été perpétrée
par des éléments de l'ex-RSP, dont certains étaient venus de Côte d'Ivoire et d'autres même qu'on a pris avec des passeports ivoiriens. Donc, quand les deux chefs d'État se sont retrouvés à Addis Abeba, ça a été des discussions, c'est pourquoi je parle de discussions de vérité entre les deux, mandat d'arrêt, attaque de Yimdi, passeport, donc il y avait beaucoup de problèmes qui étaient nés autour de ces deux affaires et ils ont décidé qu'il faut régler diplomatiquement cette situation de crise parce que ça devenait une tension entre les deux pays. La justice est une chose. Déjà, il faut pouvoir expliquer à un chef d'État étranger qu'un mandat d'arrêt qui est lancé contre le président de l'Assemblée de son pays, que vous, chef d'État, vous n'êtes pas mêlé à ça. Vous savez que ça, c'est un exercice qui est déjà très difficile. Mais pour quelqu'un qui n'est pas burkinabé, qui ne vit pas la situation du Burkina, qui ne vit pas la séparation qui a été consacrée depuis la période de transition, vous voyez bien que ça va être difficile de le convaincre que ce mandat d'arrêt a été lancé sans que le président du Faso en soit mêlé, sans que le président du Faso soit mis au courant. Parce que c'est moi qui l'ai informé, comme il a déjà expliqué à la télévision une fois. Donc, il y a déjà ce travail-là qu'il y avait à faire. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont décidé de régler diplomatiquement la crise née de cette affaire. Sinon, autrement, on pouvait arriver à une situation où de rupture même des relations diplomatiques, parce que si vous lancez un mandat d'arrêt contre le deuxième personnage d'un pays, ça ressemble à une déclaration de guerre en diplomatie. D'accord. On passe sur ce sujet pour aborder cette fois-ci un autre volet. Il s'agit des relations entre le Burkina Faso et puis la Chine-Taïwan. Au nom en tout cas des intérêts du Burkina, le pays a rompu avec Taïwan pour renouer avec la Chine populaire. Tout a été dit, ou presque en tout cas, sur cette rupture. Mais nous sommes journalistes, nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien qu'il doit y avoir des choses qui ne sont pas encore du domaine public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quels ont été véritablement des éléments sur cette rupture qu'on n'a pas encore appris? Vous savez, vous allez m'amener à faire une révélation pour vous donner la preuve qu'il n'y a rien qui se cache en bas. Lorsque on a traîné à annoncer la rupture, parce que le président du Faso a eu un gros souci dans cette affaire, une préoccupation majeure, c'était la question des étudiants. Il voulait s'assurer que si on annonce la rupture des relations avec Taïwan, que nos étudiants à Taïwan n'auront pas de problème et qu'on ait la garantie que ceux qui sont boursiers en tout cas, ils vont être repris de l'autre côté. Donc à tout moment, il m'a beaucoup interrogé sur cette question et à chaque fois il voulait s'assurer, il voulait beaucoup plus de garanties. Et donc, tout cela a amené parfois à retarder le processus bien qu'on soit prêt. Au point où notre nouveau partenaire de la Chine, de la République populaire de Chine, a pensé qu'on était sous influence et que si on retardait, on était sous influence. Ils ont même dit, bon, dans ce cas, nous on vous propose une chose, pour l'annonce de la rupture, est-ce qu'on ne peut pas la faire 1 heure avant le rétablissement des relations à Pékin? C'est-à-dire que moi, je me rendrai à Pékin, 1 heure avant, on décide de la rupture avec Taïwan. On a dit non, on fera la rupture à Ouagadougou parce que le Burkina est un pays souverain et c'est un peuple souverain et nous ne rendons compte à personne et on peut bien le faire à Ouagadougou sans problème. Après, ils ont dit, bon, est-ce qu'on pourrait vous proposer qu'une fois que vous serez dans l'avion, on peut sortir le communiqué de la rupture des relations? On a dit non, on fera l'annonce de la rupture en toute souveraineté et après maintenant on décide d'aller rétablir la relation avec Pékin. C'est pour vous dire que non seulement il n'y avait rien avec la République populaire de Chine,
il n'y avait pas non plus une quelconque influence. Et je pense qu'on n'a pas besoin, vous êtes burkinabé comme moi, on n'a pas besoin d'une démonstration particulière parce que je sais le sentiment de patriotisme et de souveraineté qu'il y a en vous. Et c'est la même chose qu'il y a en moi. Et ça l'est beaucoup plus au niveau du président du Faso qui a été élu par les Burkinabés. Donc, il n'y a rien qui se cache derrière. Les gens estiment que, bon, il y a peut-être un arrangement ici, il y a autre chose. Mais regardez ce qui se passe. Vous voyez bien que le choix se justifie. C'est dans l'axe de l'histoire. 54 pays en Afrique. Vous n'êtes que 2 à être du côté de Taïwan. Ça veut dire que vous n'êtes pas du bon côté. Ça, au moins, c'est sûr. Si c'était le contraire, quand on quittait la République populaire de Chine, alors qu'on est 52 là-bas, pour aller être 2 de l'autre côté, on peut s'interroger, on peut dire, c'est quand même bizarre. Pour créer la polémique, on pourrait aussi dire que la loi du grand homme, c'est souvent celle de l'absurde. Non, parce que ici, je peux vous dire que non. En fait, ça, je vous donne ça pour le symbole. Mais j'ai bien donné les raisons pour lesquelles nous avons pensé que la République populaire de Chine devrait être le meilleur partenaire. Et le président du Faso l'a sans cesse répété. Le Burkina Faso était devenu un facteur bloquant pour de nombreux projets sous-régionaux. Facteur bloquant pour nous-mêmes, facteur bloquant pour les autres pays. Et comme vous le voyez, on n'avait pas, à un moment donné, on n'avait pas la même façon de voir ce qui devait être la relation entre Taïwan et nous-mêmes. Nous avons demandé d'élargir leur coopération. Bon, on s'est heurté à un refus. Nous avons demandé de revoir le format de la coopération, à aller vers des projets d'envergure. On s'est heurté à un refus. C'est une coopération qui se résumait à 14 milliards pour 28 projets. 28 projets, je dis bien 28 projets. Donc, si vous faites la division, vous allez voir que c'était un certain nombre de petits projets qui, de notre point de vue, pouvaient être gérés par nous-mêmes et on pouvait s'orienter vers des investissements majeurs. C'est ce que nous recherchons et c'est ce que nous constatons de la part de la Chine populaire dans d'autres pays. Justement, quand on s'intéresse à cette nouvelle relation sino-burkinabé, certains ne sont pas loin de penser que c'est une sorte de miroir aux alouettes de façon concrète. Qu'est-ce qu'on va gagner avec la Chine populaire? Ce qu'on va gagner, c'est ce qui se profile déjà à l'horizon et qui est assez clair. Vous voyez, les ingénieurs sont déjà au Burkina pour le projet de construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. C'est un projet qui ne coûte pas moins de 75 milliards. On parle de 80 milliards. Bon, il y a déjà des études qui fixent ce projet à 75 milliards, mais c'est des études un peu, j'allais dire, dépassées. Mais peut-être revues aujourd'hui, on va aller à beaucoup plus loin. Et sous forme de dons. Sous forme de dons, et ce qui est assez important. Également pour l'hôpital Blaise Compaoré, qui a été financé sur prêt des Taïwanais, de l'ordre de 40 milliards. Ce projet-là va s'agrandir avec donc ce que les Chinois nous ont dit pour en faire de cet hôpital, pour faire de cet hôpital le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest avec toutes les spécialités. Et déjà, une équipe de médecins est à Ouagadougou. Ils sont 10, donc qui vont être répartis sur Ouagadougou et sur Koudougou. Koudougou qui était l'hôpital construit par la République populaire de Chine. Et quand ils ont visité, ils ont dit que c'est un hôpital qui a besoin de rénovation. Nous allons rénover cet hôpital-là parce que quand on le voit, l'état dans lequel il est, ça nous fait mal au cœur parce que c'est notre bébé. Donc il y a ce volet sanitaire, mais il y a beaucoup d'autres volets qui sont en place. Il y a une équipe qui est déjà là pour donc négocier, évaluer et négocier tous les projets en fonction de nos besoins, les projets d'ordre économique et des projets structurants pour le développement de notre pays. Alors, sur le volet, disons, service après-vente de cette rupture avec Taïwan, vous avez évoqué tantôt le cas des étudiants.
on a vu les désarrois, en tout cas étalés à un moment donné dans la presse. Aujourd'hui, on en est où avec ces étudiants? Non, il n'y a jamais eu de désarroi. Il y a des gens qui, je pense, qui parlent... On a lu des écrits. Oui, mais les gens parlent au hasard. Je vais vous dire une chose. Le jour qu'on annonçait la rupture des relations avec le Taïwan, le Burkina était prêt à sortir les étudiants le même jour. On avait, le ministère des Affaires étrangères, sur instruction du président du Faso, avait pris toutes les dispositions, les billets d'avion, tout était prêt, avait un hub qu'on avait installé à Hong Kong. Le même jour, si les Taïwanais disaient de venir chercher les étudiants, on les faisait sortir, ils arrivaient à Hong Kong et il y avait un hub d'accueil où ils allaient faire leurs formalités avant d'aller en République populaire de Chine. Ça, c'était clair. Mais vous savez, on a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas voulu polémiquer pour la simple raison, c'est que on est dans une situation de rupture, on ne veut pas heurter les Taïwanais parce que nos étudiants sont là-bas. Si nous aussi on se met dans des déclarations, dans beaucoup d'explications pour dire qu'on est prêt à sortir nos étudiants, tout et tout, ben, ça peut heurter les Taïwanais qui peut brusquer nos étudiants qui sont là-bas. C'est pourquoi on a laissé les gens parler, mais à l'ambassade, toutes les informations y étaient. Nous aussi, on avait les informations. Les étudiants sont allés s'inscrire. Ceux qui étaient boursiers, parce qu'on n'avait pas une liste vraiment assez réelle, mais ça faisait déjà 2 mois qu'on avait déjà travaillé sur les listes des étudiants et sur les universités en fonction des filières qu'ils avaient. Avant l'annonce, c'est un travail qui avait été déjà fait. On a entendu les gens dire non, ça a été l'impréparation, on a annoncé les choses brusquement. Je peux vous rassurer, déjà demandé à la DAF du ministère des Affaires étrangères, il y avait de l'argent qui était il y avait une provision qui était déjà faite pour les billets d'avion de ces étudiants-là, et à un nombre et on a dit, on va dans les hypothèses les plus hautes, de sorte que, quelle que soit la situation, on ne soit pas en train d'aller chercher 5 francs à gauche, à droite, parce qu'on ne doit pas rater cette occasion. Alors, avant de fermer le volet sur non, mais je termine pour dire que le premier contingent d'étudiants est arrivé il y a 3 jours. Est arrivé à Pékin. Donc, c'est fait, c'est en cours. Et je dis premier contingent parce qu'ils sont 57 volontaires boursiers à vouloir, à accepter, à se faire transférer à Pékin. Et ils ont fixé c'est eux qui ont fixé leur calendrier de départ. Donc un premier groupe, un deuxième groupe et un troisième groupe. Ils se sont inscrits dans les groupes selon leur volonté. Et ce premier groupe-là est déjà arrivé. Le second groupe, les billets, tout est prêt au ministère des Affaires étrangères. À tout moment, quand la date va arriver, ils vont être transférés. Et je pense à ce niveau, tout se passe sans problème. Alors, avant de fermer le volet sur la diplomatie, je voudrais revenir quand même sur un sujet qui a fait en son temps l'actualité. Il s'agit notamment de la nomination avortée d'un ambassadeur en Éthiopie. Certains ont parlé de légèreté, d'autres de manque de professionnalisme ou d'impréparation. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui est arrivé? Disons, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette nomination? Bon, je me suis largement expliqué sur la question sur vos antennes d'ailleurs, dans une émission, l'émission de Présimètre. Bon, c'est une situation malheureuse qui est arrivée. Jusqu'à présent, on ne situe pas réellement ce qui a pu bien se passer, mais il y a eu des explications tout au long de la chaîne. On a situé certaines responsabilités, même si on n'a pas encore la totalité sur cette affaire. Maintenant, où on en est, non, pour le moment, on a fait revenir cet ambassadeur qui est là, et on attend d'éclaircir tout pour voir comment est-ce qu'on va réorienter les choses. Ce qui est sûr, on s'est assuré d'une chose, qu'il n'y ait pas de problème entre l'Éthiopie et le Burkina, parce que certains aussi avaient essayé de faire croire que non, c'est parce que l'ambassadeur a été renvoyé, c'est parce que l'ambassadeur, s'il n'y a pas eu d'agrément, c'est parce que l'Éthiopie ne voulait pas. Moi-même, j'ai rencontré le ministre éthiopien des Affaires étrangères qui n'était même pas du tout au courant et qui dit lui n'a aucun problème avec
Le Burkina, s'il veut, on peut amener un dossier même sous le coude, lui, il donne l'agrément tout de suite. Mais bon, maintenant, c'est au niveau interne qu'on est en train de faire des ajustements et dans un ensemble plus vaste, d'un mouvement plus vaste au niveau du mouvement des ambassadeurs. Alors, on change de sujet pour aborder à présent cette affaire de recrutement au parfum du népotisme à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est en tout cas la conviction de Seydou Kone et de ses camarades de la CGTB qui trouvent suspect que 33% des admis à un recrutement à la CNSS qui voulait donc 85 personnes, que 33% de ces amis-là aient des liens de parenté, en tout cas à ce qu'ils disent, avec le personnel de cette institution, avec en prime la nièce, le neveu et l'épouse du DRH qui seraient en tout cas parmi les admis. Vous pensez également, comme eux, que ça fait un peu désordre dans le Burkina post-insurrectionnel, de plus rien ne sera comme avant? Oui, absolument. C'est inacceptable une telle situation si c'est avéré. Je ne pense pas qu'on puisse agir de la sorte. L'administration est censée appartenir à tous les Burkinabés et on doit tendre vers donc l'équité en termes d'accès donc à cette administration. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que nous travaillons. Et les orientations du président du FASO ne sont pas différentes. Et d'ailleurs, vous voyez, même pour ce qui est du recrutement en termes de mesures nouvelles au niveau du gouvernement, tout est fait en sorte qu'il y ait un égale chance, en tout cas, une égalité des chances, un égal accès pour les Burkinabés. Moi, en tout cas, toutes les fois que j'ai eu des occasions comme ça, je sais que j'ai eu à recruter des gens que je ne connais pas du tout, parce que tout simplement, ils étaient dans un besoin. Mais c'est des recrutements, c'est une ou deux personnes selon les mesures nouvelles. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais seulement, c'est inacceptable qu'on utilise sa position pour aider rien que ses parents ou ses connaissances. C'est pas acceptable. Je ne crois même pas que c'est dans le Burkina d'aujourd'hui. Même dans le Burkina, toujours, ça n'a jamais été quelque chose de burkinabé, ça. Alors, dans cette affaire, on apprend par nos confrères, en tout cas de façon zine, qui citait par Net Afrique, que l'organisation syndicale de la prévoyance sociale, qui est apparemment affiliée à l'USTB, qui est une autre centrale syndicale, dit que tout a été fait dans les règles de l'art. Est-ce que c'est une sortie médiatique qui vous convainc? Je ne suis vraiment pas informé de ce qui s'est réellement passé. J'ai dit seulement si ce qui est dit est vrai, c'est inacceptable. Je veux dire, si effectivement ce DRH-là se serait comporté de cette manière, ou bien d'une manière générale dans cette administration, 33% de ceux qui ont été recrutés ont des liens particuliers avec les responsables de l'entreprise, c'est inacceptable. Maintenant, si c'est contredit par d'autres sources, je pense qu'il faut mener une enquête sérieusement pour situer les responsabilités. Alors, c'est la transition pour aborder la critique de la gouvernance Kaboré et du gouvernement Tiba auquel vous appartenez. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont largement trahi les aspirations qui les ont portés au pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une déclaration de Zéphirin Diabré au cours de la conférence de presse hebdomadaire du CFOP. La rengaine n'est pas nouvelle en soi, les dénégations de la majorité non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que, je vous pose la question, d'appartenir à un gouvernement véritablement qui a trahi les aspirations des insurgés? Alors, moi, j'ai toujours un problème avec ce genre de formule qui ne renvoie pas aux faits. C'est-à-dire, on dit, ce gouvernement a trahi les aspirations. Donc, on a dit, voici là ce qu'il a fait et qui est une trahison aux aspirations qui étaient de départ. 2, ainsi de suite. À partir de là, on discute sur la base des faits. Mais que ce soit parfois, on entend chez les syndicats ou bien au niveau de l'opposition, ce genre de formule, tout le monde s'y embarque. Et même les journalistes eux-mêmes. Moi, si je suis journaliste devant une telle personnalité, je lui pose la question, est-ce que, par exemple,
mais j'ai même envie de vous poser cette question. Parce qu'en ce moment, on peut discuter sur la base des faits, mais sinon, si on dit comme ça, on a trahi les aspirations, sans renvoyer à quelque chose de concret, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut donner du crédit à cela. Non, en tous les cas, je ne répondrai pas à la question, puisque c'est moi qui pose la question. Justement, non, parce que souvent, on entend que, sur le niveau de vie, le train de vie de l'État, que ces gens-là, ils vivent dans le luxe plus que par le passé, ainsi de suite. Je suis sûr que vous avez entendu ça. Si c'est ça les trahisons, la trahison dont on parle, mais on peut décortiquer. Ce gouvernement, pour la première fois, un gouvernement s'est installé sans indemnité d'installation. Pour la première fois. Le président Roch Marc Christian Kabore a dit, vous savez, les gens souffrent, on a l'habitude de donner 6 millions au moins, même pendant la transition, ils ont eu des frais d'installation, mais aucun ministre du gouvernement burkinabé n'a eu des frais d'installation. Le premier gouvernement Thiéba, vous voulez dire? Tous les gouvernements, en tout cas, sous le président Roch Marc Christian Kabore. Personne n'a eu des frais d'installation. C'est ce gouvernement-là où les frais de téléphone ont été plafonnés. En dehors des ministres qui sont dans le domaine régalien comme défense, sécurité et affaires étrangères, tous les autres ministres ont des communications plafonnées à 200 000. On se comprend. C'est ce même gouvernement où, en 2016, en 2017, il y avait des inscriptions budgétaires. Dans tous les cas, tout le monde a accès au budget. Il y avait des inscriptions budgétaires en termes de véhicules au niveau de chaque ministère et au niveau général, au niveau des ministres. Mais le président du Faso a dit pas de commande de véhicules, jusqu'à ce que la situation était devenue intenable pour les membres du gouvernement, dont certains, les véhicules tombaient en panne sur la route et certains étaient obligés d'aller chercher des véhicules au niveau du parc automobile de l'État pour pouvoir effectuer des missions. Et bien entendu, si une mission se décide vendredi soir, vous avez tous les problèmes pour pouvoir trouver un véhicule. Bon, un ministre qui est en train de rechercher un véhicule pour pouvoir effectuer une mission, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut faciliter aussi la mission pour les autres. Donc, il y a eu cela. C'est ce même gouvernement qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas certaines dépenses, comme par exemple des dépenses de prestige au niveau des ministères, avec des cérémonies fastes j'allais dire les cérémonies de vœux et ainsi de suite. Donc on peut citer la longue liste, parce que la liste est longue, des mesures qui ont été prises pour donc réduire le train de vie de l'État, ou en tout cas pour vivre dans une certaine difficulté. C'est même très difficile pour les ministres. Alors, donc, après, quand les gens disent autre chose, vous vous demandez si vous parlez de la même chose. Alors, je retiens encore une autre critique. Pour Diabré, il estime que le Burkina est devenu un pays quelconque, l'expression est de lui. Il parle également de diplomatie sans relief, taciturne, honteuse, qui ternit l'image jadis enviée du pays. Il évoque par ailleurs la qualité et la qualification du personnel de notre diplomatie et selon lui, qui serait selon lui en tout cas aux antipodes de son utilisation et de sa rentabilité au regard des défis actuels de la politique étrangère de notre pays. Est-ce que ce sont des critiques que vous prenez à titre personnel? Comment est-ce que vous réagissez à l'ensemble de ces critiques qui sont formulées par les chefs de l'opposition? Alors, donc, vous serez l'auteur d'une diplomatie sans relief. Alors, je voulais lui dire que c'est cette diplomatie-là qui a réussi à avoir le président français en 72 heures, alors que traditionnellement, vous savez bien que les chefs d'État français, lorsqu'ils s'installent, leur première destination, c'est d'autres pays de la sous-région. Il est même arrivé par le passé que des chefs d'État français aient fait des missions dans des pays de la sous-région et inviter les autres chefs d'État à le rejoindre là-bas pour des réunions, pour les prises de contact avec les autres. Mais pour la première fois, le choix a été porté sur Ouagadougou.
Pour la première fois, nous avons vu des personnalités, de hautes personnalités ici, qui ont visité le Burkina Faso. On a vu l'émir du Qatar. On a vu, je vous ai parlé de la visite du chef de l'État, une visite d'État en Arabie Saoudite. Vous avez vu ici le secrétaire général des Nations Unies. Je vous parle d'un bilan de 2 ans et demi, seulement 2 ans et demi. Donc, le président Macron, l'émir du Qatar, le prince de Monaco, le secrétaire général des Nations Unies, jusqu'à, j'allais dire, la princesse du Danemark, jusqu'à Mme Melinda Gates, l'épouse de Bill Gates. Mais pour venir dans ce pays, il faut que ce soit un pays qui soit dans une position, en tout cas de relief. Sinon, vous n'allez pas être dans une situation de quelconque et puis ces grands-là vont choisir de venir ici. Et puis, c'est ce même pays où, en 2 ans et demi, où l'Italie a annoncé l'ouverture de son ambassade, l'Inde a annoncé l'ouverture de son ambassade, les Pays-Bas ont annoncé l'ouverture de leur ambassade et la Tunisie a ouvert son ambassade. Donc, 4 ambassades qui se sont ouvertes en 2 ans et demi. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et dans le même temps, nous avons procédé donc à la réouverture de l'ambassade au Kenya et également nous avons ouvert Soubré, le consulat général de Soubré en Côte d'Ivoire. Mais je pense que les choses sont assez claires. Et c'est même cette diplomatie avec cette coopération qui a obtenu les résultats en termes d'annonces que nous avons vues à Paris lors de la table ronde des partenaires du Burkina Faso pour le financement du PNDS. Avant le PNDS, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les mêmes personnes ont dit que non, que tout ce qui est annoncé en termes de chiffres là, c'est impossible, on ne peut pas atteindre cela. Mais ils ont vu que ça a été même plus que triplé. C'est la même diplomatie, c'est le même pays avec le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a obtenu le MCA pour la seconde fois. Et or, faites le point, vous êtes journaliste, c'est très rare qu'un pays puisse être éligible 2 fois au MCA. Mais ça a été obtenu. Et je n'en ai pas fini. Et au niveau du G5 Sahel, lorsque les Américains ont annoncé publiquement 60 millions de dollars qu'ils donnent aux pays membres du G5 Sahel, vous avez entendu ça, M. Jérémy Sié. Absolument. Mais justement, tout le monde a fait 60 millions, a fait un calcul, 60 millions divisé par 5, ça fait 12 millions à peu près. Mais on a tous suivi que les Américains ont dit que non, sur ces 60 millions, ces 30 millions sont réservés au Burkina Faso. La moitié va au Burkina Faso parce que nous avons confiance en vous, Burkina Faso. Nous voyons une perspective à votre niveau. Et c'est la même raison pour laquelle nous venons de Bruxelles, où on a signé une convention de 50 millions de financement de l'Union européenne au programme d'urgence pour le Sahel, parce qu'ils ont eu confiance. On a reçu le Conseil de sécurité ici. Les 15 membres du Conseil de sécurité, dans leur tournée dans le Sahel, lorsqu'ils sont arrivés ici, le travail qui a été fait et qui a été présenté à eux, au ministère des Affaires étrangères, eux-mêmes l'ont dit au chef de l'État, ils disent qu'ils sont passés dans pratiquement tous les pays, ils n'ont pas vu, en tout cas, un travail sérieux qui a été fait comme cela. C'est pourquoi moi je vous parle des grosses formules. Bon, les grosses formules, tout le monde peut les lancer, mais si on va dans les faits, la réalité peut être loin de cela. Alors, on est pris par le temps. Je voudrais que vous répondiez à cette question sur la dernière sortie médiatique du président du Faso, qui s'est également invité dans les débats au cours de la fameuse conférence de presse donc, du chef du fil de l'opposition. Roch Kaboré qui annonce sa candidature 2 ans et demi avant la fin de son mandat. C'est une erreur de communication? Ou bien est-ce que vous direz au contraire que c'est une posture assumée et qui se justifie? Non, mais pour moi, vous savez, un chef d'État qui est élu pour un mandat de 5 ans et que dans le cadre d'une constitution qui garantit 2 mandats, ça me paraît être une logique. Donc l'annonce, les circonstances peut-être lui ont permis cette annonce. Bon, les gens peuvent spéculer autour de ça, mais moi je ne vois pas quelque chose
d'assez particulier. Pour moi, c'est très logique qu'il soit candidat à sa propre succession. Je n'ai jamais pensé autrement, je n'ai jamais vu les choses autrement. Et l'évolution aussi du travail qui est fait, pour moi, ça milite en faveur d'une deuxième candidature ou d'un deuxième mandat en tout cas. Alors on termine rapidement, peut-être moins d'une minute, pour parler d'un sujet d'actualité internationale, la Côte d'Ivoire, la dissolution du gouvernement ivoirien, la charge donnée à Gon Coulibaly de reconstituer une nouvelle équipe dans un contexte de fracture apparente, en tout cas entre le PDCI et le RDR, qui sont les deux poids lourds de la majorité présidentielle. Comment est-ce que vous entrevoyez ce qui se déroule au bord de la lagune Brié? Nous suivons la situation et il ne nous appartient pas de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Nous espérons seulement que les différentes parties vont réussir à s'entendre parce que vous savez, la plupart de nos pays sont très fragiles et on a besoin qu'il y ait le minimum qui puisse permettre au pays de bien être tenu pour qu'il y ait un minimum en tout cas de gouvernance qui assure donc la sécurité et la paix, et ça c'est très très important pour nous qui sommes beaucoup liés à la Côte d'Ivoire parce que on a 4 millions de nos ressortissants là-bas et nous avons une coopération qui est assez forte avec une amitié. On doit se retrouver dans quelques jours à Yamoussoukro dans le cadre du traité d'amitié et de coopération et nous espérons que tout ça va s'arranger d'ici là, de sorte que notre session du traité d'amitié et de coopération se passe dans de bonnes conditions. Merci bien, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours avec beaucoup de plaisir, avec un autre invité sur la brèche, toujours en direct sur la RTB. Bonsoir.